J'avoue que ce thème a suscité quelques perplexités, vu que les données que nous allons vous présenter tout à l'heure sont en réalité pas encore publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les conclusions d'un groupe d'experts OMS, d'une réunion qui s'est tenue en juin 2017 à Genève. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-nous de préciser d'abord quel est le contexte dans lequel ces nouvelles classifications interviennent et de revoir ensemble les classifications antérieures afin de mieux percevoir quelles ont été les évolutions ou quelles seront les évolutions. Alors, le contexte est celui d'une avancée épidémiologique à nul autre pareil. Effectivement, on assiste à une explosion des prévalences du diabète à l'international, mais c'est également celui d'une classification qui est tout de même vieille aujourd'hui de 19 ans, dans un contexte où l'évolution des connaissances scientifiques ont permis d'appréhender des meilleures voies physiopathologiques qui rendent criades les insuffisances de la classification actuellement utilisée. J'ai repris cette diapositive de la Fédération internationale du diabète qui estime quand même en 2040 à 642 millions le nombre d'adultes qui vivront avec le diabète d'ici 2040. Malheureusement, le continent africain n'est pas épargné par cette vague, ce qui sous-entend que nous devons nous tenir prêts à faire face à cette émergence de nouveaux cas de diabète dans les années à venir et proposer une prise en charge adéquate qui passe par un typage de précision. Alors effectivement, depuis 1965, on assiste à des publications périodiques de recommandations pour la classification du diabète par l'OMS. La dernière parution, comme on le disait, date quand même de 1999. D'un autre côté, les avancées dans le domaine de la technologie, de l'immunologie, de la génétique, ont quand même permis de comprendre que même si on a une dénomination commune, le terme diabète, il s'y cache quand même un ensemble de maladies tout à fait hétérogènes sur le plan étiologique et sur le plan physiopathologique. La classification actuellement utilisée aujourd'hui met en exergue deux types majeurs, à savoir le diabète de type 1 et le diabète de type 2, pour lesquels la différence en clinique se base sur le critère âge, le degré de perte de fonction bêta-cellulaire, le degré d'insulinorésistance et sur le plan biologique de la présence ou non d'auto-anticorps spécifiques. Toutefois, ces critères ne permettent pas toujours de lever l'équivoque entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Pourquoi est-ce qu'il est important et impératif de revisiter les classifications antérieures? Eh bien, on assiste aujourd'hui à une complexification des phénotypes du diabète de type 1 et du diabète de type 2 qui sont de plus en plus remaniés et intriqués entre eux. Ceci pourrait s'expliquer par une augmentation de la prévalence de l'obésité chez les jeunes. Par ailleurs, les avancées, nous le disions, dans les domaines de génétique moléculaire ont permis d'identifier qu'à l'intérieur des classes déjà reconnues, à savoir diabète de type 1, diabète de type 2, il existe probablement d'autres sous-types de diabète qui restent aujourd'hui en sous-marinage. Avant de parler, pour parler des classifications antérieures, nous allons revoir un peu ensemble l'évolution des classifications proposées par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1965. En effet, c'est à cette année que paraissait la première classification OMS qui distinguait le diabète en fonction de l'âge au moment de la découverte. On reconnaissait ainsi les diabètes infantiles pour les enfants entre 0 et 14 ans, le diabète du jeune entre 15 et 24 ans, les diabètes des adultes entre 15 et 24 ans et les diabètes seniors entre 25 et 64 ans. À côté de cette classification, il y avait quand même des formes parallèles reconnues telles que le juvénile type, le diabète insulino-résistant, le diabète gestationnel, le diabète pancréatique, les diabètes endocriniens et les diabètes iatrogènes. En 1980, cette classification a été revisitée avec l'introduction de deux classes majeures. On dénommait ainsi le diabète insulinodépendant ou diabète de type 1 et le diabète non insulinodépendant ou diabète de type 2. À côté de ces deux classes, on avait le diabète lié à la malnutrition, la catégorie autre type de diabète et celle du diabète gestationnel. En 1985, la classification de 1980 est revisitée et on voit disparaître les termes de diabète de type 1 et de diabète de type 2 qui finalement vont être réintroduits en 1999. C'est dire que les classifications sont en
permanent remaniement. Autres modifications qui vont voir le jour en 1999, c'est après la reconnaissance des diabètes monogéniques, particulièrement des diabètes maudits. Ceux-ci vont être séparés des catégories de diabète de type 1 et de diabète de type 2 pour appartenir à la catégorie autre type de diabète. On va assister également en 1999 à une suppression de la catégorie diabète de la malnutrition et tous les diabètes dits pancréatiques vont rejoindre la catégorie autre type de diabète. Et c'est également cette année qu'on va faire la distinction dans la catégorie glycorégulation anormale entre l'intolérance au glucose oral et les hyperglycémies modérées à jeun. Quelle est donc cette classification? C'est celle que nous utilisons encore actuellement. Elle distingue 4 classes. Le diabète de type 1, à l'intérieur duquel on différencie le diabète de type 1 auto-immun ou le diabète de type 1A, du diabète de type 1 idiopathique, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu mettre en évidence les auto-anticorps, encore appelé diabète de type 1B. À côté de cela, le diabète de type 2 et les 2 autres classes, autres types spécifiques de diabète et diabète gestationnel. À l'intérieur des autres types spécifiques de diabète, on va retrouver plusieurs sous-types, à savoir, premièrement, les diabètes liés à des anomalies génétiques de la fonction de la cellule bêta, à l'intérieur desquels les diabètes de type maudit et les diabètes mitochondriaux et tous les autres qui nous ont justement été rappelés par la présentation de ce matin. En deuxième sous-classe, les anomalies génétiques de l'action de l'insuline, avec les syndromes d'insulinorésistance de type A, le léprechaunisme, le diabète lipoatrophique, les syndromes de Rapsol-Mandel, la liste n'est pas exhaustive. En autre sous-catégorie dans ce groupe de diabètes spécifiques, les diabètes hépatopancréatiques, les diabètes endocriniens, les diabètes secondaires à une maladie du pancréas exocrine, la pancréatite fibrocalculeuse, les diabètes secondaires aux pancréatectopathie, les néoplasies, la mucoviscidose, et puis les autres, les diabètes secondaires à des tumeurs du pancréas endocrine, les diabètes secondaires à des infections ou secondaires à des médicaments. Les autres diabètes intervenant dans le cadre de contextes auto-immuns, mais qui ne sont pas des diabètes de type 1, tels que ceux qu'on observe dans le cadre du syndrome de Stiefman. Également, les diabètes associés à des syndromes génétiques tels que la trisomie 21, l'ataxie de Friedreich, la dysmorphie myotonique, le syndrome de Turner, de Klinefelter, de Prader-Willi, etc. Alors, aujourd'hui, pour parler il va plus s'agir en réalité de perspectives de nouvelles classifications du diabète. En effet, ces derniers temps, l'OMS a régulièrement lancé des appels pour la refonte et la mise à jour du système de classification. Ce groupe d'experts avait déjà siégé en 2011, mais la proposition n'avait pas été validée. Le contexte, la substantifique en fait de vouloir proposer des nouvelles classifications, c'est qu'il existe encore aujourd'hui, malheureusement en clinique, plusieurs patients qui n'appartiennent à aucune catégorie. Et, comme on le disait, la meilleure connaissance des nombreuses voies physiopathologiques fait que, quand même, il est intéressant de démarquer certains sous-types de diabète du gros lot des diabètes de type 1 ou du terme générique de diabète de type 2. Et aujourd'hui, si on veut une médecine de précision, on devrait être capable de proposer des traitements individualisés et ça passe quand même par un typage plus précis. L'exemple du diabète LADA explique bien en réalité la multitude de formes qu'on peut avoir entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Au milieu entre ces deux extrêmes, on a quand même une multiplicité de formes cliniques qui associent à pénétrance variable le facteur âge, le facteur obésité, la présence d'un syndrome métabolique, les associations génétiques avec les HLA, la présence des auto-anticorps, des lymphocytes cytotoxiques ou alors d'un syndrome inflammatoire. Il est vrai que les tests de laboratoire pourraient faciliter aujourd'hui le typage de ces patients et orienter vers des choix thérapeutiques plus efficaces, mais malheureusement, ce sont des examens qui parfois sont coûteux ou voire inaccessibles dans bon nombre de nos pays.
C'est pour cette raison que le groupe d'experts a donné la priorité à une classification plus axée sur la clinique dans le but d'aider les cliniciens dans les choix des traitements appropriés, en particulier au moment du diagnostic où on se pose la question de la mise sous insuline ou pas. Les bénéfices de cette classification clinique seraient quand même une facilité d'implémentation sur le plan international, vu qu'elle reposera sur des critères cliniques simples. Alors ici, c'est résumé, je m'excuse, la diapositive a un peu chargé, c'était pour résumer tout en un, quelle est la perspective. Alors, on va vers une classification avec 6 grandes classes. À côté des classes préexistantes, à savoir diabète de type 1, diabète de type 2, hyperglycémie découverte pendant la grossesse et autres types spécifiques du diabète, on risque de voir apparaître 2 nouvelles catégories, les diabètes hybrides et la catégorie des diabètes non classés. Alors, plus en détail, la description du diabète de type 1, quant à elle, elle n'a pas changé. C'est toujours cette forme qui associe quand même dans 70 à 90% un contexte d'auto-immunité, avec une association avec les gènes de la réponse immunitaire, HLA-DQ8 et DQ2. Le diabète de type 1 a quand même une pathogénèse qui n'est pas tout à fait claire. C'est la raison pour laquelle on a différencié par le passé le diabète de type 1A du diabète de type 1B, respectivement auto-immun et idiopathique. Mais en réalité, il se trouve que c'est une terminologie qui est peu utilisée et peu utile en clinique. Les experts de l'OMS préconisent donc aujourd'hui le retour au terme générique de diabète de type 1, sans pour autant faire la distinction entre le type 1A et le type 1B. Même si le dosage des auto-anticorps demeure important, leur intérêt en pratique clinique doit rester limité, sauf bien sûr dans le contexte du diabète de type 1 non classique, chez le patient chez qui on a réellement des difficultés de typage entre diabète de type 1 et diabète de type 2. La deuxième catégorie est celle du diabète de type 2, qui est quand même le plus fréquent, en particulier dans nos pays en développement, avec un risque accru en fonction de l'âge, de l'obésité, de la sédentarité, des antécédents de diabète gestationnel ou de syndrome métabolique. C'est un diabète dans lequel on retrouve une forte susceptibilité génétique. Les étiologies spécifiques, quant à elles, restent quand même mal connues. Il s'agit probablement d'un polymorphisme, d'une intrication de plusieurs mécanismes différents. Par contre, le nombre de personnes auparavant typées diabète de type 2 au moment du diagnostic devrait diminuer dans les prochaines années avec l'émergence des sous-classes, déjà des nouvelles classes dont on parlera tout à l'heure, mais également la mise en évidence de nouveaux processus pathogéniques. La troisième catégorie, c'est une toute jeune, celle des diabètes hybrides, à l'intérieur de laquelle on fera la différence entre le sous-type Slowly Progressive Autoimmune Disease et le type Ketosis Prone Type 2 Diabetes. Permettez-moi l'anglicisme, en fait, c'est que j'ai voulu garder les termes tels qu'ils avaient été intitulés. Alors, le Slowly Progressive Autoimmune Diabetes est celui qui a souvent été dénommé comme Latent Autoimmune Diabetes in the Adult, le LADA. Ce sont des patients qui présentent un phénotype de diabète de type 2, mais chez qui on finit par mettre en évidence des auto-anticorps dirigés contre la cellule bêta-pancréatique. Le terme latent, autrefois utilisé, visait à distinguer les diabètes de type 1 à révélation tardive de ceux ayant une présentation classique, mais ce terme finalement est peut-être inapproprié parce qu'on se rend compte que ce sont des patients qui n'ont pas d'insulinoréquérence au moment du diagnostic, chez qui on arrive à un parfait équilibre glycémique, parfois uniquement sous mesure hygiéno-diététique ou alors sous antidiabétiques oraux, et la progression vers l'insulinoréquérence ne se fera qu'après plusieurs mois ou plusieurs années. La réalité est que c'est quand même une forme fréquente en pratique clinique et une étude publiée dans le Lancet en 2014 évoquait déjà le fait que la prévalence de ce type de diabète serait certainement plus importante que celle du diabète de type 1 classique dans plusieurs régions du monde.
Cliniquement, 3 critères peuvent être utilisés pour orienter vers ce sous-type de diabète. C'est la présence de stigmates d'auto-immunité, notamment la positivité aux anticorps anti-GAD, chez un patient âgé de plus de 35 ans et chez qui l'insulinothérapie n'est pas nécessaire dans les 6 à 12 mois suivant le diagnostic. Une autre particularité dans l'évolution de ce sous-type de diabète, c'est quand même la persistance de la positivité aux anticorps, tandis que dans le diabète de type 1 classique, ils tendent rapidement à se négativer. L'étude Hunt publiée dans le Diabetologia en 2012 retrouvait chez seulement 41% des patients une séroconversion, c'est-à-dire une négativation des anticorps, pourtant après 10 ans de suivi. La deuxième sous-catégorie de la classe des diabètes hybrides serait le ketosis prone type 2 diabetes. C'est une forme initialement qui était observée chez les jeunes afro-américains. Elle a aujourd'hui émergé pour devenir une entité clinique. Il a longtemps été décrit en réalité comme étant une variante entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et certains auteurs ont suggéré que les patients classés diabète de type 1B, c'est-à-dire idiopathique, devraient être reclassifiés ketosis prone type 2 diabetes. La présentation clinique de ces patients, c'est la présence d'une cétose ou alors d'une cétoacidose au moment du diagnostic, la mise en évidence d'une insulinopénie sévère et un sévrage en insuline possible après une insulinothérapie transitoire. Les patients obèses semblent les plus susceptibles à développer ce type de diabète. Il est plus fréquent dans la population non blanche. Sa pathogénèse n'est pas encore parfaitement connue. Toutefois, dans l'état actuel des connaissances, on n'a pas mis en évidence de marqueurs génétiques ni d'auto-anticorps associés. La cinquième catégorie est celle des autres types spécifiques de diabète. À l'intérieur de cette catégorie, il n'y a pas eu vraiment de modification, si ce n'est en termes de dénomination. Effectivement, dans la sous-classe des défauts génétiques liés à un fonctionnement de la cellule bêta, plutôt que de dire, je prends des exemples précis, plutôt que de dire un maudit 2, on dira glucokinase maudit, c'est-à-dire GCK maudit. En réalité, on va utiliser l'identifiant de la mutation génétique et ensuite associer le nom du syndrome clinique. Le substantiel de cette modification était que, comme on l'a vu dans les exposés de tout à l'heure, dans la plupart de ces diabètes monogéniques, le choix du traitement est fortement corrélé aux gènes mutés. Donc, en mettant en avant la dénomination, en mettant en exergue dans la nomination le gène muté, on arrive clairement à déduire, à orienter la prise en charge. Est-ce que ça va être des sulfonylurées ou est-ce que ça va être de l'insuline? De la même manière, dans le sous-type des défauts génétiques liés à l'action de l'insuline, on a changé les dénominations. Au lieu de dire, par exemple, le syndrome d'insulinorésistance de type A, on va dire INSR type A insulinorésistance, donc directement identifier le gène qui a été muté, suivi de la dénomination du syndrome clinique. Alors, pas d'autres modifications dans cette catégorie, comme on le disait tout à l'heure. On conserve les autres types spécifiques du diabète tels qu'ils étaient classés, à savoir les diabètes secondaires aux maladies du pancréas exocrines, secondaires aux endocrinopathies, les diabètes iatrogènes, secondaires à des infections, les diabètes associés à des syndromes génétiques, et puis les diabètes qui arrivent dans un contexte d'auto-immunité. La catégorie suivante, qui n'a pas non plus été modifiée, est celle des hyperglycémies découvertes pour la première fois pendant la grossesse. En réalité, en 2013, l'OMS avait déjà mis à jour sa définition et ses critères diagnostiques en identifiant bien deux sous-catégories. Le diabète proprement dit, dont le critère diagnostique était idem que celui utilisé en dehors de la grossesse, et le diabète gestationnel. Cette classification n'a pas été revisitée. La dernière catégorie est celle des diabètes non classés.
En effet, avec la complexification des phénotypes actuellement observés chez les patients de diabète de type 1, chez qui il peut avoir une obésité associée, le typage du diabète n'est pas toujours aisé au moment du diagnostic et parfois les cliniciens se forcent on veut absolument proposer un typage aux patients avant la sortie d'hospitalisation, ce qui fait qu'on arrive à classer des patients dans des catégories qui ne sont pas tout à fait appropriées. C'est ce qui a justifié l'introduction de cette catégorie. Et bien entendu, si le typage de diabète peut évoluer selon l'évolution, c'est-à-dire si le patient peut changer de catégorie, il reste tout de même vrai que dans l'état actuel des connaissances, il y aura certainement encore des patients qui resteront non classés. Il propose de faire la réflexion plutôt entre diabète monogénique et le diabète de type 1, même s'il est extrêmement rare dans cette tranche d'âge. Entre 6 mois et 10 ans, il faudra faire réfléchir sur le diabète de type 1, le diabète monogénique, ou alors un diabète de type 2, même si encore il est précisé qu'il est très rare avant la puberté. Entre 10 et 25 ans, différencier entre un diabète de type 1, un diabète de type 2 ou un diabète monogénique. On a vu tout à l'heure que même à cet âge-là, 20-25 ans, on peut encore avoir un diagnostic de diabète monogénique. Entre 25 et 50 ans et voire plus, on devra réfléchir cliniquement, est-ce que c'est un type 2, un type 1, ou alors le sous-groupe Slowly Progressive Autoimmune Diabetes in the Adults. Il propose également des diagnostics différentiels en fonction de si oui ou non on avait une cétose au moment du diagnostic. Est-ce que on devra réfléchir ici, est-ce que c'est un type 1, un kétosis prone, ou alors un diabète de type 2. Alors, en conclusion, le contexte est celui d'une maladie dont on a la preuve aujourd'hui qu'elle est hétérogène. Les typages sont de plus en plus complexes dans la réalité en clinique du fait de la pluralité et de la complexification des phénotypes auxquels on était habitué par le passé. La classification actuellement utilisée, elle est ancienne. Et puis enfin, les perspectives pour l'avenir, c'est d'aller vers une classification plus axée sur la clinique. C'est l'introduction de 2 nouvelles classes, à savoir les diabètes hybrides à l'intérieur desquels on va différencier les slowly progressive et les ketosis prone type 2, et la deuxième classe des diabètes non classés, et une nouvelle dénomination pour les diabètes monogéniques. Donc, sur la dernière diapositive, je vous ai mis ici en photo le professeur Eugène Sobgui, qui est enseignant à la faculté de médecine de Yaoundé, qui est un de mes maîtres, qui est par ailleurs vice-président de la Fédération internationale de diabète. Il a fait partie du groupe d'experts qui a travaillé pour l'OMS pour la proposition de ces classifications, qu'il a tenu à partager en exclusivité avec la société africaine. C'était une lourde responsabilité pour moi de prendre la parole, jeune endocrinologue, devant un congrès d'une telle envergure, dont je vous remercie de m'avoir écouté.